De 1850 à 1959, l'édifice colonial a été le siège du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Durant plus d'un siècle, il aura aussi été la destination d'innombrables manifestations. Ainsi, dans la foulée de la Première Guerre mondiale, une période de dépression avait rendu la pauvreté endémique. Le 20 avril 1921, une foule de chômeurs ont défilé jusqu'à l'édifice colonial pour réclamer l'aide du gouvernement. En tête des manifestants marchait Julia Salter Earle, une des plus importantes dirigeantes syndicales de St. John's. Ces efforts, en plus d'aider les gens à trouver de l'emploi, ont également amélioré les conditions de travail dans les usines et les autres entreprises de la ville. Julia Salter Earle est née à St. John's le 20 septembre 1878, 12e enfant d'Elizabeth et de William Salter. Une fois adulte, elle a obtenu au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador un emploi qui l'a préparé à son engagement dans le mouvement syndical, comme l'a souligné la chercheuse Helen Woodrow. Pendant 35 ans, elle a travaillé comme rédactrice à la Chambre de l'Assemblée, peaufinant la formulation de chaque loi que devait adopter la législature. Ce travail l'ayant familiarisée avec le droit, elle a combiné ses connaissances juridiques à ses aptitudes d'organisatrice, de négociatrice et de rédactrice dans ses efforts en vue d'améliorer la vie des travailleurs. En 1903, Julia Salter a épousé Arthur Earle, bijoutier de la rue Water. Dans leur domicile de Military Road, ils ont élevé ensemble 6 enfants. Tous les deux employés à temps plein, ils n'ont pas tardé à devenir d'ardents promoteurs des droits des travailleurs et du mouvement syndical. C'est durant la Première Guerre mondiale que l'engagement de Salter dans le mouvement syndical s'est accru. L'inflation causée par le conflit avait fait augmenter le coût de la vie sans que les salaires ne suivent le même rythme. En 1917, un syndicat a été organisé sur l'île pour défendre les droits des travailleurs, notamment à de meilleurs salaires et à la journée de travail de 8 heures. La Newfoundland Industrial Workers Association était ouverte à tous les travailleurs, dans toute occupation utile. Rapidement, elle a recruté les travailleurs ferroviaires, les débardeurs, les tonneliers, les boulangers et les bijoutiers, comme Arthur, l'époux de Julia, qui était convaincu de la valeur de la lutte syndicale et est vite devenu membre de son exécutif. En 1918, 3500 travailleurs s'étaient inscrits à la NIWA, qui a ouvert le même été une section pour les travailleuses de St. John's. Même si elle faisait partie de la NIWA, cette Ladies Branch était indépendante et exerçait un contrôle complet sur ses activités quotidiennes, ses finances et ses règlements. Il s'agissait aussi du premier syndicat exclusivement féminin à Terre-Neuve-et-Labrador. Le 9 août 1918, à la première réunion du syndicat, Julia Salter Earle en a été élue présidente. À la fin de la soirée, 60 femmes s'étaient jointes à cette section et leur nombre allait passer à 200 au cours des 3 semaines suivantes. La plupart de ces nouvelles syndiquées travaillaient dans des manufactures, fabriquant une large gamme de produits, notamment des vêtements, des chaussures, des filets de pêche, des cordages, du tabac à chiquer, des pâtisseries et des bonbons. La section des femmes de la NIWA défendait 4 grands objectifs: l'interdiction du travail des enfants, de meilleurs salaires pour les femmes, l'indemnité en cas de maladie et la journée de travail de 8 heures. Elle a aussi exercé des pressions sur le gouvernement afin d'instaurer la scolarisation obligatoire pour les enfants. Julia Salter Earle diffusait ses revendications dans le courrier des lecteurs et en publiant des rapports syndicaux dans les journaux locaux. L'un de ces articles apparut dans l'Evening Advocate du 17 septembre 1918, environ 1 mois après la formation de la section des femmes. Il y était question d'Agnes Hickey, une orpheline de 13 ans que son tuteur avait forcée à quitter l'école et à travailler dans une usine pour défrayer son gîte et son couvert.
Pour un public éclairé, cette affaire est une vraie honte et nous pensons qu'il est grand temps de rendre illégal le travail des enfants. Pour se faire une idée de la gravité de la situation, il suffit d'assister à une réunion du syndicat. Nombre d'enfants qui y assistent à titre de jeunes syndiqués ou salariés devraient être en classe au lieu d'avoir à se lever à 7 heures du matin pour gagner leur vie. Après cette intervention du syndicat, la fillette a été libérée de son emploi et a pu retourner à l'école. Et il restait tellement plus à faire. Ni à St. John's, ni ailleurs à Terre-Neuve et Labrador, aucune loi ne protégeait les travailleuses, femmes et enfants, des salaires faméliques et des horaires inhumains, à la différence d'autres grandes villes d'Amérique et de Grande-Bretagne. Salter Earl calculait que pour couvrir des besoins vitaux comme le loyer, l'épicerie et les déplacements en tramway, les femmes devaient gagner 8,50 $ par semaine. Or, elles gagnaient beaucoup moins. Certaines ne recevaient que 1,60 $ par semaine pour des journées de 10 à 12 heures de travail. En 1918, la section des femmes de la NIWA a organisé ses 2 premières grèves. Le 20 novembre, les syndiqués ont quitté leur poste à la biscuiterie Browning dans le but d'obtenir la parité salariale avec les travailleuses de Harvey & Company. Après 3 semaines, Browning n'avait pas cédé et les syndiqués ont dû rentrer au travail. La deuxième grève a eu de meilleurs résultats. Quand les syndiqués de la Colonial Cordage Company ont protesté contre l'embauche de travailleuses non syndiquées pour des emplois similaires, leurs patrons ont convenu que les nouvelles employées devraient aussi être syndiquées. En 1919, d'autres progrès ont été accomplis sur 2 fronts différents. Quelques usines ont mis en place la journée de travail de 8 heures et d'autres ont offert l'assurance maladie à leur personnel. Malgré l'importance de sa mission, la section des femmes a eu une existence éphémère. Quand la dépression d'après-guerre a affecté le Dominion dans les années 1920, plusieurs usines ont mis à pied leurs employés. La plupart de ses membres se trouvant soudain au chômage, la section a périclité. En 1925, elle se ralliait à un nouveau syndicat, la Newfoundland Federation of Labour. Cette même année, Salter Earl a de nouveau marqué l'histoire en devenant l'une des premières Terre-Neuviennes à briguer les suffrages dans une élection. En 1925, l'élection municipale de St. John's a marqué la première occasion où des femmes de l'île de Terre-Neuve ont pu se présenter. Cette année-là, 20 candidats, dont 3 femmes, Fanny McNeil, May Kennedy et Julia Salter Earl, se disputaient les 6 sièges du conseil municipal. Salter Earl, qui se présentait sous la bannière travailliste, a adopté des slogans qui tiraient parti de la confiance qu'elle avait acquise comme représentante syndicale. Après le décompte, les 3 femmes avaient été défaites, mais Salter Earl était venu près de l'emporter. 6 sièges devaient être comblés, et il était arrivé 7e. Et son revers était entaché de controverses. Une boîte de scrutin d'un district clé ayant disparu avant le décompte des bulletins. Éventuellement, l'urne a été retrouvée et un second dépouillement a laissé Salter Earl à 11 votes de la victoire, l'empêchant de devenir la première femme élue à une instance politique à Terre-Neuve. Salter Earl n'a pas réclamé de nouveau dépouillement, mais s'est présenté à 2 autres élections au conseil municipal, en 1929 et en 1943. Bien qu'elle n'ait jamais remporté le scrutin, Julia Salter Earl a eu un impact considérable sur sa société. Elle a sensibilisé les gens aux problèmes de la classe ouvrière et a aidé à améliorer les conditions de travail dans les usines de la ville. Elle a aussi remis en cause les préjugés largement répandus sur la place des femmes dans le monde ouvrier et sur la scène politique. Elle a aussi légué un exemple de compassion et de bonté qui subsiste à ce jour. On raconte encore des histoires sur les manières dont elle a protégé des femmes.
Un jour, voyant sur le trottoir une femme en détresse entourée de ses jeunes enfants et de meubles, elle a appris que cette femme avait été chassée de son logis. Après avoir obtenu le nom de son locataire, Salter Earl s'est rendu à son bureau, lui a ordonné d'envoyer quelqu'un pour remettre les meubles dans la maison, ajoutant que la femme et ses enfants devraient rester dans sa propriété jusqu'à ce que leur situation économique s'améliore, ce qu'il a accepté. Julia Salter Earl est décédée le 10 mai 1945 à l'âge de 67 ans.